Bonsoir à tous. Je vais vous demander de bien vouloir prendre place pour démarrer la soirée des 10 ans de ProDurable. On accueille les dernières personnes. Merci. Merci d'être présent, merci d'être vivant, merci de votre gaieté, de votre enthousiasme, de votre dynamisme. On en a besoin quand on fait la RSE, quand on fait du développement durable au quotidien. Et vous êtes super nombreux ce soir. Alors, je viens de voir les chiffres, 3000. 3000, c'est les syndicats qui viennent me transmettre les chiffres, c'est 3000 là. Pardon ? Non, la police c'est 30. Mais bon, en gros, c'est à peu près 400, parce que l'amphithéâtre contient à peu près 400 places. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était plus difficile de mobiliser autant de personnes. Et puis il y a une autre chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Alors ça dépend de ce qu'on appelle des jeunes. Est-ce que parmi vous, il y a des moins de 25 ans ? Retournez-vous et regardez le nombre de moins de 25 ans. La relève est assurée. Merci à vous, mais dites-vous, les moins jeunes, que là, ils n'ont pas connu le sommet de la Terre à Rio. Ils sont nés après. Et bien ce soir, pour vous, c'est votre sommet de la Terre à Paris. Pourquoi ? Parce qu'on va fêter 10 ans d'un salon, j'ai envie de dire le salon, même le dernier des salons du développement durable dans l'Hexagone. Voilà, il y a quelques années, ils étaient encore quelques-uns, et il en reste un. C'est forcément le meilleur. Il est tenu par une personne qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et pour fêter ces 10 ans, vous qui avez passé une journée harassante à participer à des conférences, à rencontrer des consultants des entreprises diverses et variées, eh bien ce soir, on va privilégier la convivialité. Et je vous propose de faire connaissance, vous en connaissez peut-être certains, avec 12 personnes, 12 pionnières et pionniers, 12 apôtres de la cause du développement durable et du RSE, à qui on va demander de témoigner. Alors vous le savez, vous allez peut-être le découvrir, mais le développement durable, ce n'est pas que technique. C'est même très peu technique. C'est avant tout une aventure humaine, une aventure de femmes et d'hommes qui se sont engagés pour des raisons diverses et variées, souvent personnelles, liées à des parcours de vie. Et c'est un petit peu cela que l'on va vous proposer de découvrir avec eux. Et on va avoir un système, puisque les 10 ans sont basés sous le signe de l'engagement et de l'innovation, un système de vote. Alors, on va proposer à ces 12 personnes que l'on a réunies en couple de venir témoigner, et puis en fonction de votre ressenti, des mots qui vont vous venir à l'esprit, vous pouvez utiliser l'application Bicast sur votre smartphone et vos mots seront affichés à l'écran devant vous. Par ailleurs, la dernière question qui sera posée à ces 6 couples sera une proposition citoyenne, parce que c'est quand même d'actualité en ces temps d'élections à venir. Eh bien, sur ces 6 propositions, la plus votée va gagner, forcément. Et ceux qui ont voté pour la meilleure, en tout cas la plus votée, gagneront un jeu BioViva. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas BioViva, vous venez me voir à l'apéro, je vous raconterai ça par le menu. Mais en tout cas, on vous demande de participer. Sans transition, on va commencer par le premier couple. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Sylvie Bénard et Stéphane Rio. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Sylvie, excuse-moi Sylvie, mais tu es la plus ancienne des directrices responsables environnement des grandes entreprises françaises. Ça fait combien de temps cette affaire ? Ça fait 25 ans. 25 ans. 25 ans. Vous n'étiez pas né, vous, là, qui avez le jeune, tout à l'heure. Voilà, et à côté, on a Stéphane Rio. Alors Stéphane Rio, c'est quelqu'un qui va vous emmener dans des espaces très particuliers, avec beaucoup de profondeur. C'est un ami en plus très très cher.
Et ils vont un peu nous raconter finalement pourquoi ils en sont venus à faire ou de l'environnement ou de la RSE. Sylvie, ça devient d'où cette affaire? Alors, ça vient de la famille d'abord, parce que j'avais 2 parents biologistes, militants de l'environnement de la première heure. Ça vient de chocs de petites filles, les marées noires. J'habitais à l'époque en Normandie et vraiment, ça m'a traumatisée. Ça vient ensuite de mes études. Je pense que tout ça va ensemble, hein, puisque j'ai fait des études d'agronomie. L'environnement, je suis rentrée chez le H de LVMH, et donc Annecy, après avoir fait un doctorat en microbiologie. Et néanmoins, le sujet environnement continuant à m'intéresser. Je suis allée au fameux Sommet de la Terre à Rio en 1992. Et là, c'était une époque absolument bénie où vraiment on y a cru. 92, on y a cru que ça y est, on avait compris et qu'on allait y aller tous ensemble. Et donc, quand je suis revenue, j'ai gentiment dit à mon directeur général de l'époque, écoutez, je ne sais pas que je ne vous aime pas, ce n'est pas que je n'aime pas le métier que je fais avec vous, mais pour moi, le sujet de demain, c'est l'environnement. Donc, je m'en vais pour faire de l'environnement. Et là, il m'a dit, et si vous le faisiez à l'intérieur du groupe? Et c'est comme ça qu'à ma plus grande surprise, en 1992, j'ai eu la chance de créer la direction environnement chez LVMH. Bravo, bravo. Bravo. Stéphane, ton aventure à toi? Alors moi, mon aventure à moi, elle est partie, c'est très personnel en fait. Je crois que c'est la première fois que je le partage devant tous ces gens-là, même mes camarades du développement durable. Moi, le développement durable, j'ai découvert la responsabilité sociale et donc environnementale d'une entreprise avec mon père. Mon père est parti un petit peu trop tôt à cause de l'amiante. Il travaillait comme ouvrier au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire pour Alstom, donc on ne nommera pas. Mais l'impact de l'entreprise, je l'ai compris à ce moment-là. J'étais trop jeune à l'époque. Et je suis parti pour Vivendi, pour Jean-Marie Messier. Donc les jeunes, vous ne connaissez peut-être pas. Je suis parti à New York pour la grande aventure de Vivendi, Vivendi Universal. Et au moment où le groupe a fusionné avec Universal, les studios qui avaient un impact quand même assez majeur sur l'environnement, SFR, Canal+, etc., le sujet du développement durable était absolument inconnu au bataillon en France. Mais aux États-Unis, on appelait ça le CSR, le Corporate Social Responsibility. Et les fonds d'investissement issus des Quakers, qui étaient très pointilleux sur l'éthique dans l'entreprise, nous posaient des questions assez exotiques en mode c'est quoi votre impact sur l'environnement? Qu'est-ce que vous faites notamment pour l'impact du téléphone portable sur la santé des enfants? Est-ce que vous avez pensé à l'impact des studios à Hollywood ou à Orlando sur la biodiversité? Et c'est à ce moment-là que la fonction créant l'organe, je suis devenu responsable du développement durable, ou en tout cas de la RSE ou de l'environnement à ce moment-là pour Vivendi, et que l'aventure a commencé pour moi. Et donc j'ai créé le poste de responsable du développement durable pour Vivendi. 2 pionniers. Voilà. Sylvie, ton constat? Mon constat, regardez-vous, regardez-nous aujourd'hui, regardez le nombre de gens qui sont là. La fréquentation est hallucinante, hein. Tant mieux. Et on est dans vraiment de l'action, on est dans le faire, on n'est plus dans le développement durable.com. Et je pense que le constat, tous on est vivant là, le constat de l'évolution du sujet. Stéphane? Le constat sur le développement durable, Son évolution. sur son évolution. Moi, je suis ravi de voir qu'il prend d'autres formes, plein de formes. Hein. C'est-à-dire qu'il rentre directement dans le mot économie. Maintenant, je vois l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, l'économie numérique, l'économie biomimétique. Toutes ces économies sont en train d'intégrer la dimension du développement durable. D'ailleurs, l'économie sociale et solidaire aussi. Je voudrais quand même peut-être mentionner, il y a quelques jeunes de Ticket for Change qui sont dans la salle, si vous pouvez lever la main. Voilà, et donc il y a des jeunes et qui prennent le sujet en main et qui portent le sujet encore plus loin qu'on le faisait au tout début, il y a 10 ans, où on était juste dans la réponse à des normes, ou la mise en place de belles démarches de communication responsable, de communication verte, etc. Je trouve que c'est de plus en plus intégré dans la pensée, même dans la pensée stratégique des entreprises, et c'est plutôt bien, ça dépend de certaines, hein, bien sûr, mais c'est plutôt une belle tendance. Alors, votre vision à 2050, que va-t-il advenir du développement durable, de la RSE? Ah, c'était 2050 dans la question. Tu peux 2100 si tu veux, c'est moins précis. Moi, ce qui me rassure et m'enthousiasme, c'est les jeunes. Et donc là, tu l'as déjà fait remarquer, il y en a dans cette salle. Les jeunes générations, les jeunes collaborateurs,
ils sont dans le faire, ils sont pas dans le blabla, ils sont pas dans la politique, ils sont dans l'action. Et comme tu le disais, ils intègrent le sujet dans le business model. Il y a maintenant toute une génération qui a plus besoin de former à ces enjeux-là. En fait. Ils sont extrêmement mûrs parce que malheureusement, je pense qu'ils ont compris que c'est eux qui allaient souffrir des erreurs que nous et nos parents ont pu faire. Et donc, au lieu de s'attrister et de s'affoler, ils ont des idées. Ils veulent vraiment changer les choses et ils font vraiment bouger à l'intérieur de l'entreprise. Et je voudrais saluer une personne un peu particulière dans la salle, qui est ma nièce, qui est la 3e génération à s'occuper du sujet du développement durable. Bravo. Stéphane, ta vision? Ma vision, ma vision, elle est très simple. C'est peut-être aussi un vœu pieux, mais on y croit. En 2050, désolé ma chère, je vais peut-être te vexer, mais il n'y aura plus de responsables environnement, responsables développement durable dans les entreprises. C'est pas grave, tu seras à la retraite, Sylvie. Environnement, il y aura toujours un responsable environnement, ou en tout cas des gens qui ont intégré ça dans leur pensée tous les jours. En 2050, ça fera partie prenante, ça fera partie intégrante de la pensée stratégique de l'organisation, même de la gouvernance de l'organisation. Et on n'aura pas besoin d'avoir un département dédié à ça, puisque ça sera central pour le développement, voire même de la survie d'une entreprise. Alors, fort de tous ces propos, quelle serait votre proposition citoyenne? Vous l'avez ou pas? On vous l'a dit. Ah bah dites-la, hein, elle va arriver. Alors, on a rebaptisé la RSE, en fait. Voilà. Avec Et le R? Le R, c'est une révolution intérieure qui donne du sens. Le S? La solidarité. Et le E? Par l'exemple. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Oui, si vous voulez bien transmettre le micro à monsieur, je vous propose d'accueillir le deuxième couple, en l'occurrence Gilda Bonnel, le président de Sidiez, et Geneviève Ferron, la présidente de Casabi. Bravo. Bravo. On ne se connaissait pas il y a 5 minutes. Hein. C'est vrai. On s'adore déjà. En fait, ici, vous êtes sur du speed dating. C'est du speed dating hein, que vous voyez. Alors, Gilda, présentez-vous. Oh là, Qui es-tu, Gilles? alors désolé, je suis un communicant. Il y a 10 ans, donc les gens ils faisaient ouh comme ça quand C'est on vrai disait qu'on faisait de la communication. Donc ça s'est un petit peu arrangé. Ouais, je suis président d'une agence que j'ai créée en 99 qui s'appelle Sidiez. 99. Oui, mais moi je connaissais pas du tout la RSE en 99. Hein. J'ai découvert le sujet en 2003 avec un brief de l'ADEME. C'était comment parler du réchauffement climatique aux enfants de 8 à 12 ans. Donc, je ne savais pas, en fait, parce que je ne savais pas ce que c'était. Et comme je suis historien de formation, et que vous savez, dans la communication et dans la publicité, on aime bien, parce que normalement, on sait tout. Et je suis déjà trop long, là? Non, parce que en fait, Parce j'ai qu'on a appris, des je ne savais consignes pas hyper strictes. que vous étiez professeur d'histoire à la Ouais. base. Ouais. Il a mal tourné, c'est tout. Ouais, voilà, ça arrive. Hein. Ouais, j'ai l'impression d'avoir déserté, mais finalement pas tant que ça, parce qu'on en reparlera, mais qu'est-ce qu'il va falloir raconter, hein? Qu'est-ce qu'il va falloir leur dire De belles histoires. aux enfants des gens qui ont 25 ans? Il faut continuer avec de belles histoires. Donc, ce parcours, en fait, cette orientation, ça vient pas d'un choc, mais en tout cas d'une... Il y a eu deux choses. Il y a eu le brief de l'ADEME, où en tant que communicant, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue, j'en ai jamais entendu parler. On parlait du réchauffement climatique, c'était avec FNH, et moi, j'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Et je me suis dit, mais c'est dingue, dans mon métier, j'ai des briefs sur tout, et on m'a jamais parlé de ça. Et quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me suis dit, mais c'est un truc de malade et personne ne le sait. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est un voyage. Il y a 10 ans, on était plusieurs ici dans le train. On allait aux ateliers de la Terre à Courchevel pour les vieux qui s'en souviennent. Et j'étais avec Serge Auru, le patron de WWF. On regardait la presse, on papotait, on déconnait. Et à un moment donné, la discussion est partie en cacahuète et on s'est énervé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il m'a dit, il était mal, je pense, il était un peu angoissé. Et il m'a dit, mais tu comprends pas que c'est foutu ?
que c'est foutu. C'est pas le bon message. Ça. Et il a rajouté, il faut juste que l'humanité sorte avec un peu de dignité. Alors moi, ça m'a fait pleurer, mais alors ça m'a fait vraiment pleurer parce que c'était le patron de WWF. Oui, maintenant, Voilà. il est à la ville de Paris, il s'occupe d'économie circulaire, il va bien. Voilà. Il va mieux. Et la Terre se porte pas si mal que ça quand même. Vas-y, à toi. Geneviève. Alors, comment je suis tombée dedans? Bah ouais. Alors, j'étais petite, alors je viens d'apprendre qu'on était toutes les deux au sommet de la Terre en 92 à Rio, Sylvie, on ne s'est pas vu. Moi, j'étais un piou-piou, je travaillais pour les Nations Unies. Donc, je travaillais dans le domaine de... J'ai travaillé... Bon, on va faire court. Donc, je travaillais aux Nations Unies dans le domaine de l'environnement, mais j'ai travaillé dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, des droits de l'homme aux Nations Unies. Je périssais d'ennui aux Nations Unies, donc je suis partie après aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai découvert le monde de la finance responsable. Et donc moi, je suis tombée dans ce sujet, non pas par le prisme de la responsabilité sociale des entreprises, mais de l'investissement socialement responsable. Donc c'est en Californie, à San Francisco, que j'ai eu l'occasion de rencontrer des grands fonds de pension, CalPERS. Pas des moindres. Voilà, pas des moindres. Pour des raisons que je ne détaillerai pas ici, j'ai pu rencontrer le patron de CalPERS et le Chief Counsel de CalPERS. Et j'ai découvert un monde, un continent, quelque chose d'extraordinaire. C'est que j'ai découvert que dans les proxy votes, dans les résolutions qu'ils déposaient en Assemblée générale, ils interpellaient les entreprises sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance, les fameux critères ESG. Donc on est en 1994. Et donc ça m'a tapé vraiment sur la tête, à tel point que ça m'a donné envie, l'idée de créer une agence de notation sociale environnementale en France. Et donc j'ai créé ARES, qui était la première agence de notation sociale environnementale sur les entreprises cotées en bourse. En 97. Et donc, ça c'était, voilà, début 90. Ben, ça fait 20 ans ARES. Voilà, 20 ans. La vache. 20 ans. Oui, ça donnait un coup de vieux, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis pour terminer, c'était une période extraordinaire, cette émulation qu'il y avait en Californie sur ce sujet. Je rencontrais des gens pour qui c'était une évidence, pour lesquels c'est une évidence. Et à l'époque, moi, je faisais beaucoup d'allers-retours entre la Californie et la France pour tester mon idée de créer une agence en France. Et je me souviens que les gens ne comprenaient absolument pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'ils me disaient alors, vous faites quoi? Et je disais, je voudrais bien créer une agence de notation pour noter les entreprises secrétaires. Oui, et sinon, vous faites quoi? Donc, c'était pas facile. Et puis, j'avais l'impression de partir en France, créer une boîte, alors que tous les jeunes Français venaient en Californie en créer une, et d'être un peu à contre-courant. Voilà. Ouais, en même temps, quand on fait du développement durable, on est beaucoup. Oui, après, voilà, je me suis habituée à cette solitude du coureur de fond, qui est quand même une marque de fabrique. Et du coup, voilà. pour enchaîner, c'est quoi ton regard par rapport à l'évolution de la RSE? Alors moi, je n'aime pas du tout le mot RSE, je suis désolée, c'est un mot que j'ai commencé à prendre en grippe de façon assez systématique quand il a été en quelque sorte institutionnalisé. Et peut-être une toute petite anecdote, j'ai le souvenir d'un monsieur très bien, que certains d'entre vous ont peut-être connu, pas les plus jeunes, je suis désolée, qui s'appelait Ernest Antoine Sellière, qui était un des patrons, c'était pas encore il a créé le MEDEF, c'était le CNPF, il a créé le MEDEF avec Denis Kessler. Et il se trouvait que Carrez était une espèce de bête un peu bizarre, et il se disait, on ne sait pas comment l'attraper ce truc. Ils m'ont demandé de rentrer dans leur comité éthique. Et puis à un moment, il m'a demandé d'expliquer ce qu'était que la responsabilité sociale. Et puis après, il m'a dit, OK, j'ai compris. De toutes les façons, ce truc-là, de toute façon, vu la plasticité du capitalisme, on va vous avaler. Ne vous inquiétez pas, on va vous avaler. Et en fait, c'est exactement ce qui est arrivé. On s'est fait avaler. Et quand je suis passée de l'autre côté du miroir et que j'étais directrice développement durable de grands groupes, eh bien, je me suis dit, il n'avait pas tort. Le reporting, enfin, toutes ces obligations de reporting, cette espèce d'institutionnalisation de la RSE, ça a été une très bonne façon de l'instrumentaliser, de la dévoyer, de la caricaturer. Et donc, quand on me parle de RSE, j'ai plutôt des boutons. Mais je ne renie rien, je trouve que c'est formidable, mais j'ai plutôt des crises d'urticaire. Gilda. Moi, je me méfie aussi de responsables. Je dis toujours que ça fait range ta chambre, quoi. C'est chiant. C'est un côté. C'est Thomas Kostler qui a écrit le bouquin Good Advertising qu'on a adapté pour la France et qui dit mais qui va dans une fête responsable? Tu étais invité à une soirée responsable, tu n'y vas pas? C'est pas. Vous. Ouais. Donc, non, je partage cette vision-là et pour faire le lien, parce qu'on prend trop de temps, mais pour faire le lien avec la question. Non, ça va? Non, ça va. Ça vous embête? Je pense qu'on a un vrai problème de mots. On a un vrai problème de mots et je pense qu'on a vraiment une mission à partager avec vous de changer ces mots à la con parce que
parce qu'on le voit bien dans la communication, dès que vous commencez à employer ces mots-là, les gens, ils vous écoutent plus. Alors déjà, en général, ils nous écoutent pas beaucoup. Ouais, Je pense qu'une des manières de faire évoluer les RSE et le développement durable, c'est peut-être de parler avec le cœur. Oui. Et de parler d'autres choses, de parler de qui vous êtes, de vos ambitions, de votre mission, de votre grande cohérence. Et à partir de là, l'oreille sera un petit peu plus attentive à mon avis. Votre vision pour 2050 Gilda. Ah bah, moi, je vais parler boutique. Hein. Je pense que, vous savez, entre 2030, l'équipe moi, déjà. de développement durable ou environnement dans l'entreprise qui, de temps en temps, doit aller voir les communicants à l'étage du dessus, je pense qu'en 2030, les communicants, ils diront « Ah, chouette, c'est les gens du DD ». Alors peut-être il y aura un autre mot, mais ils se diront « Ouais, c'est super parce que c'est hyper créatif, c'est toujours innovant, on va me parler de nouveaux modèles, on va pas me faire de la promo ou du coloriage. » Et Enfin, des vrais gens. non, mais je pense vraiment que les communicants, on y est presque. Ils vont en avoir envie. Oh, 2030. Oui. Ah oui, Alors sinon, vous pouvez lire le bouquin de Geneviève qui est 2030, le crack écologique. Vous allez voir qu'il va falloir le raconter autrement, non? Ouais. Alors, ta vision, Geneviève, 2050, il se passe quoi? 2050, alors si en 2030, il n'y a pas le crack écologique, 2050, on a le choix entre deux modèles de société, en gros. Alors le mot durable, il est complètement intégré, parce que si on n'a pas basculé dans un mode durable et responsable, on est juste mort, quoi. Enfin, on sera, je sais pas, on sera des transhumains ou des codes, des lignes de code, enfin, je sais pas. De toutes les façons, on est... Si vous ferez, non, mais là, j'essaie d'être sérieuse, mais je l'étais quand même. Mais en 2050, si on n'a pas basculé dans un monde durable, responsable et solidaire, et voit bien, j'ai bien aimé le mot solidaire, parce que durable, responsable, c'est pas fort. Mais là, on aura raté quelque chose, parce que l'avenir qui est en train de se préparer, je le vois plutôt aux mains de grandes dictatures algorithmiques, et en fait, le produit, c'est nous, et on va devenir une société cannibale. Donc, il faut absolument qu'on sorte de ça. Et à mon avis, il faut faire rêver, il faut envoyer du rêve. Ouais. Et Développement durable, voilà. les jeunes, c'est avant tout désirable. Désirable. Donc il faut envoyer du rêve. Et puis pour moi, je pense qu'il faut travailler sur le sens, sur les valeurs, le sens, les valeurs, la mission. Se poser la question de savoir pourquoi on est là. Et les meilleurs souvenirs qu'on ait en entreprise, enfin je ne sais pas pour vous, mais je me disais en parlant des étudiants, on a tous des souvenirs en entreprise où on a eu l'impression qu'on a contribué à créer quelque chose, et on l'a fait parce qu'on était en équipe, parce qu'on était alignés sur le sens, parce qu'on avait quelqu'un qui nous inspirait, et parce qu'on a pu se retourner et qu'on a pu voir ce qu'on avait fait. Et c'est juste ça, le développement durable. Cette aventure humaine. C'est une aventure humaine, c'est du sens, c'est de la cohérence, c'est de l'alignement. Donc il faut travailler là-dessus. Et si on y arrive, on sera sauvé en 2050. Formidable. Du coup, votre proposition citoyenne. Alors, elle va s'afficher tout de suite. Ah non, il y a un problème technique. Non, mais... Allô, la régie? Il n'y a pas un problème technique. Alors, on l'a envoyé peut-être un peu tard, et en fait, on n'était pas du tout d'accord avec nos deux propositions. On l'a envoyé tard, donc il n'y a rien qui va s'afficher. Alors, moi, ma proposition, c'est de faire un site qui s'appelle adopteunvieux-de-la-RSE.com. Et toi? Alors, moi, ma proposition... Vous avez le premier candidat? Non, mais oui, quand même. Moi, ma proposition, je suis désolée, mais c'était de dire on interdit l'accès au conseil d'administration à des personnes de plus de 60 ans. Ah, c'est rude. Bon, voilà, merci on ne va beaucoup. pas savoir qu'en faire. Merci beaucoup. On les applaudit très fort. Alors, on enchaîne avec notre troisième couple. En l'occurrence, je vous demande d'accueillir Agnès Rambaud-Paquin, directrice des enjeux et des hommes. Son credo, c'est l'humain. Et Marc-Antoine Orenfeld, le responsable des lignes de service dédiées à la RSE, DNVGL. Et son credo, c'est anticiper les risques. Alors vous deux, là, qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Pourquoi vous êtes sur cette estrade? On n'arrive que maintenant parce que c'était un peu long. Tu nous avais demandé de faire court. Ah mais c'est vrai. Mais c'était bien quand même, non? Il faut qu'on se pousse parce que, oui, c'est vrai, on est mieux dans la lumière. Tu veux que je démarre? S'il te plaît. Alors, moi j'ai une histoire qui est un peu similaire à celle de Gildas. Je n'étais pas forcément prédestinée pour m'occuper de RSE ou de DD. En fait, je travaille dans un cabinet de ressources humaines depuis un moment. Et on a reçu un jour un appel d'offres d'un client qui nous a demandé de former 120 000 personnes sur le développement durable. Donc, en fait, on était en 2002. Et c'était en plus un bon client. Donc, du coup, moi, je les ai appelés en leur disant on adorerait vous accompagner sur un projet pareil, parce que c'est un beau projet. En revanche, le développement durable, on ne voit pas du tout ce que c'est, donc on ne va pas répondre. Et ils nous ont dit si on est sensible à votre pédagogie, on aime bien travailler avec vous, essayez de répondre, et puis si vous gagnez, on vous expliquera ce que c'est. Du coup, on a acheté tous
tous les bons bouquins qui existaient à l'époque. C'est un très beau client quand même. Hein. Beau client. Du coup, le bouquin d'Elisabeth, le bouquin peut-être de Patrick, etc. Et on a écrit cette proposition, on a eu la chance de gagner. Et moi, j'ai eu une espèce de coming out, de révélation, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais j'avais vraiment travaillé pendant 15 ans sur l'humain, sur la cellule de travail, l'homme, le manager. Et j'ai réalisé que derrière, il y avait aussi un monde, il y avait aussi une planète, il y avait aussi le Sud. Il y avait, enfin, voilà, c'était peut-être un peu tardif pour s'en préoccuper. Et du coup, je me suis dit, mon métier d'accompagnement du changement va être vraiment utile. Il va y avoir des grandes transformations à accompagner dans les entreprises. Et du coup, il faut qu'on vienne renforcer les rangs. Voilà, après, on est un peu déchanté. Mais quand même, quel démarrage. Dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu un client avec 120 000 personnes à former? Ouais, c'était costaud. Ouais. Voilà. Combien d'années pour les former? Bah ouais. En fait, on n'en a touché que 88 000 à l'arrivée et ça nous a pris, je sais pas, presque 24 mois. Et on a été passionnés par ce projet, voilà, pas par sa dimension, mais par les sujets que du coup on a été obligé de découvrir. Et je pense que toute l'équipe a été vraiment voilà, est tombée dans la marmite et ça nous a donné l'idée de créer des enjeux et des hommes dans la foulée. Et on en est ravis depuis. Et quand je disais qu'on est un peu ramé, c'est que au début des années 2000, quand vous alliez voir des entreprises pour leur dire est-ce qu'on peut former des dizaines ou des centaines de salariés, on nous regardait en nous disant mais vous êtes juste des doudingues, on vient à peine de créer une direction de développement durable, on va déjà s'occuper du reporting et revenez nous voir dans quelques temps. Donc ça a été assez lent à démarrer. Marc-Antoine. Alors, je vais essayer de ne pas remonter trop loin. Donc, je reconnais une fascination pour l'élément nature, l'environnement en général. Donc, j'ai tourné mes études naturellement vers la chose que je détestais le moins, biologie, écologie. Et puis, au fil de mes lectures, donc je vais égrener juste quelques noms comme ça, mais en tout cas, c'est ma galerie de portraits qui m'a aidé à façonner ce besoin que j'ai ressenti et que je ressens encore aujourd'hui, d'aider l'environnement pour protéger les environnés. Donc, il y a Malthus. Il y a Darwin, il y a Chico Mendes, Dupuis, Oeström, tous ces gens-là en fait qui ont écrit, réfléchi depuis très très longtemps. Finalement, ils nous proposent des clés qu'on essaye encore d'utiliser aujourd'hui, mais c'est ce que moi je les appelle les lanceurs d'alerte. Ça remonte à très 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 loin, voilà. Et donc ça m'a, je le dis parce que tu m'as demandé de mettre un peu de vie. Plus jeune, j'avais une forme de rage, c'est-à-dire que quand on s'engage dans ce domaine-là, on se prend des portes tout le temps. Et si on n'est pas prêt à les réouvrir... les jeunes, il faut avoir le cuir solide hein, quand même, ouais, pour faire je pense que tout le monde a vécu un peu ça, parce qu'on en parle de manière assez enjouée, mais franchement, il faut une conviction profonde. Une énorme pugnacité. Mais du coup, alors, ta passion pour la nature, c'était dans la contemplation? Tu es passé à la contemplation? C'est quoi? La contemplation, oui, c'est quand on est vraiment jeune. Après, oui, l'idée, c'est de rentrer de manière physique dans le sujet et d'aider, de contribuer à essayer de changer la manière dont cette espèce supposée la plus intelligente et la plus puissante, essayer de l'aider à réagir et à agir autrement. D'accord. Alors, votre constat, sur ces 10 dernières années, combien d'autres clients à 120 000 personnes tu as eu depuis? Non, mais enfin, moi, je ne voudrais pas faire oiseau de mauvais augure. Mais moi, je trouve qu'à la fois, ça avance. Et j'ai quand même le sentiment qu'on est dans un monde à deux vitesses. Alors, on est peut-être 400 ce soir. Mais en même temps, tu vois, par exemple, ce matin, Hugues, dans notre atelier, demandait combien il y avait de DRH dans la salle. Alors qu'on animait quand même un atelier sur comment mobiliser et engager les collaborateurs dans la RSE. J'imagine qu'il y a un large mailing qui part dans toutes les entreprises pour présenter ProDurable. Et en même temps, il y avait moins de 10 DRH dans la salle ce matin. Donc, en fait, je pense qu'on a encore des pans entiers d'acteurs qui ne sont pas au rendez-vous. Il y a encore des groupes qui n'ont pas du tout enclenché la seconde sur le développement durable, qui n'ont pas, même des groupes de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs qui n'ont pas de direction RSE. Moi, j'ai l'impression qu'on a, voilà, encore une fois, on a un monde à deux vitesses et qu'il faut qu'on essaye tous d'accélérer le rythme et de trouver les tipping points, c'est-à-dire les endroits où on va pouvoir faire un peu basculer. Ce que tu dis, c'est vrai que si on lâchait une bombe dans cette salle, je crois que le développement durable en France, il prendrait des petites claques. Quand même, on ne peut pas tous prendre le même avion. C'est vrai, c'est notre écosystème à nous, c'est notre soirée à nous, donc on va la célébrer quand même. Mais tu as raison, le développement durable, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Alors il faut surtout
pas décevoir les jeunes ou leur dresser un tableau trop noir. Mais il est clair que la crise financière de 2008 a fait un mal fou aux rares entreprises, aux rares cabinets de conseil et d'accompagnement qui étaient engagés sur le sujet. Moi, j'ai un peu le sentiment que ça repart. Je partage ton avis. C'est qu'on est très nombreux, mais insuffisamment nombreux vu la tâche qui reste à accomplir. Et il y a quand même un regain. Moi, j'ai jamais vu autant de jeunes à ProDurable. Je les trouve engagés. Alors, jeunes, forcément, mais engagés. Et c'est difficile de leur dire que tout va bien. C'est faux, tout va pas bien. Les budgets, les budgets, parlons des budgets, les budgets sont très très faibles. Mais on continue à y croire parce qu'on a énormément de pugnacité. Et du coup, ça m'amène à vous demander la question de votre vision de la RSE en 2050, après que tu aies donné ton témoignage sur les 10 années. Faire très vite comme tu m'y as invité. Arrêtez de me dire, je l'ai dit de faire très vite. J'ai des ordres. La première fois que j'ai entendu cette citation, je ne suis pas allé chercher pour savoir qui en était l'auteur. Apparemment, elle est attribuée à Voltaire, qui disait « Dans une avalanche, aucun des flocons ne se sent responsable ». Alors, il y a 10 ans, 20 ans, franchement, on en était là. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle n'était pas collective, elle n'était pas partagée. Aujourd'hui, le côté positif, c'est que tout le monde a l'air à peu près d'accord sur le constat. Il aura quand même fallu des dizaines et des dizaines d'années pour partager ce constat-là. En revanche, je ne peux pas être optimiste sur la vitesse à laquelle ça bouge. Et la vraie question qui se pose, en tout cas pour moi, c'est est-ce qu'on arrivera à prendre le virage assez vite ? Est-ce que lorsqu'on prendra le virage, il ne sera pas trop tard ? Agnès ? Mais du coup, c'est vraiment maintenant qu'il faut agir. Et j'ai croisé l'autre jour Frédéric Lenoir, qui est philosophe, auteur, etc., qui expliquait qu'il a un projet avec l'Éducation nationale pour introduire la méditation et la pleine conscience et la philosophie à l'école, dès les petites classes. Et moi, je pense que ça doit certainement passer par là dès aujourd'hui. Nicolas Hulot disait ce matin, il faut se synchroniser avec la nature. Enfin, je me dis que c'est dès l'école qu'il faut aujourd'hui agir pour avoir demain, enfin en 2030, aux manettes, les décideurs qui prendront des décisions plus responsables. Totalement ton avis là-dessus. Oui. Allez, pour finir, justement, votre proposition citoyenne. Alors, nous, on était bien là, alors. Excuse-moi Agnès, parce que quand même ma vision à 2050, tu me la demandes pas, mais je vais le dire. Ben non, on n'a pas le temps. Ouais, mais je prends le temps parce que c'est tous les 10 ans qu'on monte, donc c'est pas et encore. Tu reviens dans 10 ans. Alors, ma direction n'est pas présente, donc je peux le dire. Je souhaiterais que cette fonction d'audit, d'évaluation disparaisse et que les parties prenantes, citoyennes, enfin de manière individuelle et collective, prennent leurs responsabilités pour justement demander des comptes à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Voilà. Donc c'est une utopie, je peux tout à fait en convenir, mais je pense qu'on devrait aller par là et ça rejoint un petit peu cette idée que le responsable de développement durable un jour sera dissous dans l'organisation. Voilà. La citation. Alors, en fait, on s'est pas mal concerté, on est plutôt d'accord sur l'idée. On se dit que, en fait, ce qui fait que les gens ne changent pas de comportement, c'est qu'ils n'ont finalement pas forcément une vision très claire de leurs impacts. De la même manière que vous emmenez votre véhicule au contrôle technique, voilà, une fois tous les, je sais pas combien de kilomètres ou 10 ans, on se dit qu'il serait vraiment intéressant qu'on aille au contrôle technique. Donc, que les citoyens puissent avoir un outil pour mesurer leurs impacts, soit environnementaux, soit sociaux. On n'est pas conscients ni les uns ni les autres du nombre d'esclaves modernes qui travaillent pour nous à l'autre bout du monde. On n'est pas conscients de nos impacts sur la déforestation, etc. Nous, en stage, quand on demande à nos participants ce qu'un Français moyen émet comme tonne de CO2, les gens n'en ont aucune notion, on n'a pas de repère, on n'a pas d'échelle de grandeur. Et si on avait un outil, alors ça peut être une appli, qui nous permettait assez régulièrement de faire le bilan de nos impacts, on pense que ça serait un super outil, que ça permettrait aux gens d'agir et de passer à l'action. Il n'y a plus qu'à le créer. Alors, on n'était pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit une appli. Ah non, mais tu ne m'auras pas comme ça, Agnès. Le deuxième point, c'est que non seulement, effectivement, on avait accès à cette information, mais le contrôle technique, on doit y passer. Et donc, c'était de rentrer dans un système individuel de compensation ou d'atténuation sous le principe de la solidarité pour essayer de recréer de la valeur là où on en aurait détruit avec notre mode de vie. Donc, si on devait résumer la proposition, ce serait... C'est une appli qui te permet de mesurer ton empreinte et d'agir. Ah oui, peut-être pas, voilà. Et d'agir, et de passer à l'action en compensant ou en donnant des jours, etc.
Ok, j'espère que l'informaticien va réussir à traduire la phrase et que vous voterez pour elle. Merci beaucoup, merci Agnès, merci Marc-Aurèle. On poursuit avec Myriam Mestroni, présidente d'Économie d'énergie. Son credo, c'est la 5e énergie, il va nous expliquer ça. Et Fabrice Bonifay, qui est directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Mais moi, je suis ravie d'être là. Ça fait un peu ancien combattant, mais c'est quand même une fierté de pouvoir fêter une occasion pareille. Donc moi, mon histoire, c'est que je suis en phase de rédemption, puisque j'ai passé 20 ans dans le pétrole et dans le gaz, je préfère le dire, comme ça vous savez, avant de passer à une société donc dirigeante de grande entreprise. Et puis un jour, voilà, ça m'a pris. Je suis devenue start-upeuse sur le tard et dans une société qui s'appelle Économie d'énergie. Et en fait, la 5e énergie, on ne réalise pas, mais toutes les énergies ont 4 origines sur notre planète, la Terre, le Soleil, la Lune et l'atome. Et la 5e énergie est celle que l'on ne consomme pas. Et mon rêve, j'en ai plein, mais c'est que cette 5e énergie fasse partie intégrante du mix énergétique, parce qu'on l'oublie un peu souvent. D'accord, mais alors c'est quoi cette prise de conscience soudaine? D'où ça vient? Eh bien, en 2003, je me suis retrouvée face à un sujet. J'étais aux Pays-Bas, on me dit « tu vas aller en France, tu vas voir, prime à gaz, tout va bien. Juste, on perd plus de clients qu'on en crée. » Donc, j'ai un petit problème technique parce qu'une société n'est pas forcément durable quand elle se retrouve dans cette situation. Et là, je me suis dit « mais pourquoi diable c'est comme ça ?» Et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'écoutait pas la mise en œuvre de l'énergie, ce que disaient les clients. Et donc, j'ai dit en 2003, on va aider nos clients à consommer moins. Donc, j'étais une seule femme sur top 100 d'une société qui vendait de l'énergie et dont le business model était depuis plus de 100 ans, plus on vend de l'énergie, plus on gagne de l'argent. Donc, c'était un peu le pavé dans la mare. Et de fil en aiguille, avec l'évolution réglementaire notamment, je me suis retrouvée finalement à transformer cette vision du monde de l'énergie pour créer Économie d'énergie qui a commencé en 2011. Ça a été le premier site d'information grand public sur l'énergie et l'efficacité énergétique à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est 150 personnes. C'est 1,5 million de travaux de rénovation énergétique accompagnés. C'est moins de 30 ans de moyenne d'âge. C'est parité absolue. Et Moi, je dis chapeau, on peut l'applaudir là quand même. Et c'est 11 nationalités. Combien ? 11 nationalités. Donc en fait, 50 plateformes et 6 millions de visiteurs, 2 millions de visiteurs par an. Donc, ça veut dire qu'en alliant le digital, les jeunes et finalement des credos qui font partie de la nouvelle économie, on fabrique des sociétés qui intègrent tout ce en quoi on croit. Et ça, je crois que c'est extrêmement encourageant. En tout cas, dans ma vie, ça a fabriqué une grande différence et beaucoup d'espoir pour le futur. Super, on va en parler. Fabrice. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes parmi nous ce soir? Parce que j'étais invité, en fait. D'accord, merci. Alors, votre vision 2050? Donc, mon parcours, rapidement. Donc, j'ai commencé dans l'environnement il y a plus de 20 ans, parce que j'étais directeur environnement d'une filiale de SOR, enfin d'une filiale de Bouygues, qui s'appelait SOR. Et à cette époque-là, il y avait le début, je ne sais pas si on s'en souvient, enfin certains s'en souviennent, sont sortis à cette époque-là une norme ISO 14001. Et on a certifié la station d'épuration de Marseille qui est enterrée sous le stade Vélodrome. Et c'était le 2e certificat ISO 14001 qui a été délivré en France en 1995. Et ça nous a donné l'idée, à l'époque, avec donc le président de SOR, qui s'appelait Olivier Bouygues, d'accélérer le mouvement sur la mise en place des démarches environnementales formalisées dans l'ensemble du groupe. Et on a pris conseil à cette époque-là de quelqu'un qui devrait être avec nous aujourd'hui, qui s'appelle Elisabeth Laville. Et on a donc pris un premier contrat de consulting avec Utopie sur la réinvention du business model de l'eau. Parce qu'on était parti du même constat que Myriam, que plus on vendait de l'eau, plus on gagnait de l'argent. Ce n'était pas forcément hyper moral. Donc on n'y est pas vraiment arrivé. Mais ça nous a permis de défricher, en fait, ce qui ensuite m'a servi de driver quand je suis arrivé en tant que directeur de développement durable du groupe Bouygues, à partir de 2007. Et Olivier Bouygues là, nous a demandé, mais voilà, on va créer cette direction. On était juste avant le Grenelle. L'objectif, c'est de sensibiliser les managers du groupe à cet enjeu. Rappelez-vous, c'était au moment de la sortie du film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, qui avait quand même pas mal secoué les entreprises à l'époque.
Et j'ai passé beaucoup de temps au début à sensibiliser les managers sur l'importance de faire autrement, sans savoir ce qu'il fallait faire. Et ça a marché ? Eh bien, en fait, ça a assez bien marché dans la mesure où on est passé de la plus importante des choses secondaires, qui était le développement durable à l'époque, à un enjeu complètement central dans la stratégie du groupe. On est passé donc d'une approche éco-geste, comme dit souvent, les photocopies recto verso, économiser la lumière, à la conception de bâtiments énergie positive, à la mise en place de nouveaux concepts de ville, au changement complet de nos produits, de nos services, et l'évolution de nos modèles économiques. Donc on peut dire quand même qu'en 10 ans, quelque chose s'est passé. Alors, ce n'est pas que grâce à la direction de Développement Durable, bien entendu, c'est grâce à la prise de conscience des managers, la prise de conscience des collaborateurs, et sur le fait que, bon, on se dit, bon, ce qui est important dans la vie, je le dis souvent, c'est pas ce que l'on sait qui compte, c'est ce que l'on fait que ce que l'on sait. Et du coup, votre perception d'évolution de la RSE sur ces 10 dernières années ? Alors, le problème, c'est pas la sémantique, c'est pas les guerres de... Non. Le problème, c'est d'avoir envie, c'est de donner envie d'avoir envie, comme dirait Johnny, malade en ce moment. C'est un problème d'enthousiasme, c'est un problème de sincérité, de conviction, d'exemplarité, et vraiment de parler de ce qu'il y a de plus important à un manager. Moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais quand je parle aux managers du groupe Bouygues, je leur parle de ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire qu'on peut faire du développement durable du business, mais du business autrement. C'est-à-dire que mon rêve, moi, c'est ce que j'appelle l'entreprise contributive. C'est l'entreprise qui produit plus d'externalités positives qu'elle ne génère d'externalités négatives. Il n'y a que ça qui compte. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a des méthodes pour ça. Un but sans méthode est un non-sens. On a besoin d'utiliser des méthodes éprouvées. Et par itération successive, on arrive à des générations de produits, de solutions qui sont effectivement sans impact négatif. Et pour ça, il faut changer le modèle économique. Ok. Myriam. Tu veux que je t'explique ? Moi, j'ai compris. Moi, j'ai compris. Myriam. Développement durable, RSE, prochaine étape, la nouvelle économie. Et dans cette nouvelle économie, il n'y a plus ce clivage où d'un côté, on a les décroissants et la planète, et de l'autre, les croissants et pas la planète. On a des gens qui croient à la croissance. Et il y a plein de jeunes, dont je suis contente de le dire comme ça, et en même temps qui ont ce souci de la planète et de la vie sur notre planète. Donc, on se rejoint complètement. Et il y a des pans entiers à inventer avec des nouveaux métiers. Et donc, beaucoup d'espoir pour le futur. Et tu vas me demander la citation. Non, je vais demander à Fabrice ce qu'il pense ou plutôt de sa perception de 2050 et la RSE. Bon, tu n'es pas obligé de répondre en même temps. Mais ce que je veux dire, c'est bon. Je suis assez... je me réveille optimiste, mais je m'endors quand même assez souvent pessimiste. On a souvent cité Nicolas Hulot, qui est l'un de mes inspirateurs, avec Pierre Rabhi, Lorius, Gunther Pauli, tous ceux qui vulgarisent bien le développement durable. Moi, j'ai envie de dire que ça va être compliqué, malgré la prise de conscience des jeunes notamment, mais que c'est encore possible. C'est encore possible de changer le cours des choses, à condition que ceux qui vont arriver au pouvoir, y compris chez nous dans quelques temps, changent leur mindset, changent leur façon de penser les choses et comprennent que pour faire du business, il faut des matières premières, il faut de l'énergie et que sans matières premières et sans énergie, ça va être compliqué. Donc, je suis quand même optimiste, mais réaliste. Ok, très bien. Merci beaucoup. Du coup, Myriam, votre citation. Moi, je reste toujours optimiste parce que sinon, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait jusque-là. Et on se rejoint avec Fabrice quand on voit les marchés à venir. Donc, il faut les faire émerger, ces marchés. Fabrice construit durablement avec aujourd'hui des édifices qui consomment très peu. Mais voilà, moi, je regarde les 100 millions de logements en Europe et pareil aux États-Unis qui surconsomment 6 à 9 fois plus d'énergie qu'un logement construirait neuf. Donc, je vois tout ce qui est à faire sur ce secteur. Il y en a plein d'autres. Donc, ma citation, ce sera celle d'un grand philosophe qui nous a tous marqués, qui s'appelle Walt Disney, qui disait, voilà, vous le connaissez au moins, « If you can dream it, you can do it.
Et je compléterai en disant, pardon pour emprunter l'anglais, mais quand il y a la volonté, where there is the will, there is the way, il y a toujours les 1001 façons de faire. Et je crois que la créativité, l'inventivité et surtout l'enthousiasme, qui est cette idée de la part de Dieu qui est en nous, doit nous guider sur un chemin où il faut tout construire. Merci beaucoup. Alors on poursuit avec notre avant-dernier couple, Fanny Picard, fondatrice du fonds d'investissement Alter Equity. Fanny, es-tu parmi nous? Oui. Super. Accompagnée de Patrick Dumière, compagnie 21. Vous, votre credo, Patrick, c'est le reporting, la gouvernance. Il va me faire des ennuis. Tu viens par là? C'est mieux par là? Oui, c'est bien par là. On vient par là. Alors, bon, ben, c'est pas ce que j'ai sur ma petite fiche. Fanny, oui. D'où tu viens? Pourquoi tu es là? Rapidement. J'ai reçu une éducation profondément morale, éthique et même, je crois, responsable. Et moi, j'aime bien ce mot. Et quand j'étais jeune, je voulais devenir président de la République pour changer le monde en mieux. Tu peux encore, là. Fanny, président. Et puis, je me suis dit que pour faire de la politique de façon libre, il fallait avoir une autonomie financière. Donc, j'ai commencé à travailler dans la banque d'affaires avec l'idée que j'allais gagner beaucoup d'argent, que j'allais économiser, créer ma liberté et pouvoir agir d'un point de vue politique. Je me suis rapprochée du monde politique. J'ai réalisé qu'il n'était pas du tout faite pour ce monde. Et j'ai continué dans ma lignée professionnelle jusqu'au moment où il est devenu totalement évident que ça faisait plus aucun sens pour moi de faire ce que je faisais, c'est-à-dire des opérations de fusion-acquisition ou d'investissement, et qu'il fallait que je trouve le moyen de servir l'intérêt général. Mais j'étais dans une éthique totalement humaniste, et à l'époque, je prenais les gens qui s'occupaient d'écologie pour de doux rêveurs, pas très sérieux. Et donc j'ai commencé de travailler sur un projet de fonds d'investissement autour d'une thématique de promotion de la diversité, lutte contre les discriminations. Et puis, sur mon chemin, j'ai rencontré un très grand monsieur des questions de climat et d'énergie que vous connaissez presque tous, qui s'appelle Alain Grandjean, et qui m'a fait prendre conscience de la réalité de ce dérèglement climatique, de l'épuisement des ressources, de l'épuisement de la biodiversité, et de tous ces sujets auxquels je ne connaissais rien, alors que j'avais la conviction d'être hyper et ultra et très très bien informée. Mais en 2007, donc j'avais encore plus de retard que Gilda, je ne connaissais rien à ces sujets. Et là, j'ai compris la gravité des enjeux. Et je me suis dit que pour aider l'homme, ce qui était mon objectif au départ, il fallait aider l'environnement. Pour aimer l'homme, il fallait aimer l'environnement. Et donc, j'ai fait évoluer ce projet vers celui que je conduis aujourd'hui, d'un fonds d'investissement qui cherche à être profondément respectueux à la fois des personnes, de l'environnement, tout en servant l'intérêt de ses actionnaires par un rendement financier, et donc dans une logique de shared value, d'intérêt des parties prenantes, par comparaison avec le modèle financier traditionnel, qui est une idée de shareholder value, de la recherche essentielle de l'intérêt pour les actionnaires des entreprises. Merci Fanny. Patrick, en quelques mots. Bonjour. Oui. Bonjour. Quelle est la question? Quelle est la question? Rapidement, très rapidement. Très rapide. Le parcours, voilà. Ah, le parcours? Rapide. En courant. Moi, je tourne en rond, je n'ai pas de parcours, je crois à l'intérêt général et je pense que c'est une notion qui existe fondamentalement. Et toute ma vie, j'ai essayé de faire que là où j'étais, on puisse essayer de savoir comment on pouvait faire avancer ce concept. Je partage avec ma moitié. D'accord. Voilà, alors maintenant, le parcours, il s'est fait de manière dans un labyrinthe, de manière un petit peu chaotique, en cherchant sa voie, mais en regardant toujours l'horizon de l'intérêt général. Et donc, dans la même question, votre perception des 10 ans en arrière et des 23 prochaines années? Alors, l'intérêt, sur les 10 ans passés, moi, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Les pionniers ont avancé, ils sont là. On pourrait en citer beaucoup, qui devraient être ici. Non, mais moi, je vais le dire à ta place. Je dirais des Marie-Claire Daveux, des Hélène Valade qui est là, Elisabeth Laville. J'en connais beaucoup qui mériteraient. Daniel Lebègue, Nicole Notat, bien sûr. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont porté le sujet, qui ont porté, et aujourd'hui, il n'est pas encore à un niveau d'appropriation qui méritait d'être en haut,
en dessous des professionnels. On est à un palier. Alors bravo Cécile, parce qu'en 10 ans, on voit dans cet événement le marché prendre du sens, au sens de relations de services et de compétences, mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. On va y arriver. Fanny, tu partages ? Moi, je vais vous raconter une anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, en fait. Quand nous cherchions à lever ce fonds, les investisseurs nous disaient « Écoutez, puisque vous cherchez à être responsable, vous serez nécessairement moins rentable que vos confrères. Et nous, dans cette classe d'actifs dans laquelle je m'inscris, le private equity, c'est-à-dire l'investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, nous recherchons du rendement financier. Donc bravo, vous avez une très très belle idée, mais c'est complètement incompatible, cette idée de responsabilité, avec celle de rentabilité. Donc on ne va pas pouvoir investir chez vous. » On a une solution. Et aujourd'hui, et ça vraiment, on l'a entendu 1 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois, 300 fois, 1000 fois, c'était une conviction, un dogme. Ça le reste, mais ça bouge énormément. Et aujourd'hui, les investisseurs nous demandent de réouvrir notre fonds pour investir chez nous, parce qu'ils voient qu'effectivement, on arrive à combiner les deux. Donc les choses bougent depuis 10 ans, c'est insensé ce qu'elles ont bougé. Mais ceci étant, je reste dans la préoccupation si bien exprimée par Fabrice Bonnivet, c'est-à-dire que ça bouge et ça bouge très vite, mais la gravité des enjeux est telle que malheureusement ça ne bouge pas encore suffisamment vite et on a besoin de votre énergie, de notre énergie à tous pour continuer de faire bouger les choses très très vite. Alors nous, il faut qu'on aille très vite parce qu'on n'est pas en avance. Votre proposition citoyenne. On n'a pas parlé de 2050, on n'a pas parlé de l'avenir. Alors on va te la dire. Alors notre proposition avec Fanny. Patrick, c'est une proposition proposée par Patrick. Non, elle est nôtre. Elle est nôtre et en fait, elle est celle de pas mal des acteurs du développement durable. On voudrait proposer de soutenir l'idée d'un résultat d'exploitation, d'un EBIT durable. Et Patrick va vous expliquer comment. Waouh, ça va être très court, très simple. Ouais. Il s'inquiète, il panique. Non, on mesure aujourd'hui dans toutes nos entreprises la performance à travers cette notion qui donne le résultat en enlevant l'amortissement, les taxes, les appréciations, etc. Et on ne donne pas aujourd'hui les externalités négatives qui auront été monétisées et qu'on peut, et ça c'est les 10 ans qui ont été faits aujourd'hui, c'est qui permettent, on a énormément progressé dans la métrique. Donc on peut extraire les éléments non durables, alors dans la trace du reste de ce qu'a fait Kering avec son IPNL ou d'autres expériences de ce type, et on pourrait très bien, si on le veut, de manière expérimentale, volontaire bien sûr, afficher à côté de l'EBITDA ou de l'EBIT, on peut afficher la recomposition durable. Donc on veut proposer un indicateur de performance financière dans les rapports de gestion qui soit l'EBITDA durable. Merci beaucoup, on les applaudit très fort. Et on accueille notre dernier couple, en l'occurrence Philippe Schisser, directeur d'EcoF Lab, et Elisabeth Pastor-Reiss. N'oubliez pas d'utiliser l'application Bicast. Elisabeth, en quelques mots. Alors, tu étais jeune retraitée, j'ai appris ça aujourd'hui. Ouais. Mais pas toute jeune dans l'aventure de développement durable. Et puis pas forcément retraitée non plus. Voilà, toujours très active. Oui, moi, je suis un pro du marketing, donc j'avais créé une agence qui s'appelait PB6 Dialogue, qui existe toujours, qui est très développée. Et puis, la cinquantaine arrivant, je me suis dit, je ne peux pas continuer à vendre des bagnoles, des cosmétiques, etc., etc. Il faut vraiment qu'un autre mode de consommation soit possible. J'ai créé une boutique qui s'appelait Human Inside, qui dit ce que je pense, c'est-à-dire que l'homme est au cœur du produit. Et puis après, j'ai fait du conseil avec Ethicity et Greenflex pour aider les entreprises à vraiment changer leur offre. Parce que je pense que ce qui est durable doit satisfaire et donner du plaisir. Donc j'ai toujours dit pour des modes de vie désirables et donner envie du changement et créer de la valeur pour l'entreprise. Je fais vite parce que je sais que nos amis nous attendent. Philippe. Oui. Alors, rapidement ton parcours, pourquoi t'es là et qu'est-ce que tu vas devenir ? Moi, je lisais Greenpeace avant de lire Tintin, donc c'était une source d'inspiration assez importante. Du coup, je voulais vraiment travailler dans l'environnement. Je voulais absolument pas travailler dans la comptabilité qu'on vient d'évoquer, ni dans ISO 14001 qui a été évoqué aussi. Du coup, l'approche produit m'a vraiment intéressé, donc l'éco-conception. Donc j'ai travaillé et j'ai créé mon bureau d'études en 99 sur l'éco-conception tout seul, ce qui était une pure folie. Enfin, aujourd'hui, je le ferais peut-être pas, quoique les startups ont quand même le vent en poupe. Du coup, j'ai aussi après travaillé dans l'enseignement. Je travaille toujours, d'ailleurs, je suis prof associé à l'Université de Cergy-Pontoise dans un Master 2. Donc je vois passer
les jeunes générations depuis pratiquement 10 ans, et je vois aussi l'évolution par rapport non seulement à nous, comment on enseigne, mais aussi à eux, ce qu'ils attendent de notre enseignement. Et l'idée aussi qui me motive désormais, c'est l'innovation. Et donc j'ai monté 2 Fab Labs, donc laboratoire de fabrication numérique, imprimante 3D, parce que je pense qu'on ne peut pas rester enfermé ni dans l'environnement, ni dans la RSE. Il faut aussi s'ouvrir à la nouveauté. D'accord. Et dans la même phrase, votre perception des 10 dernières années et moi, j'ai appris à l'école l'unique selling proposition, c'est-à-dire qu'on pouvait vendre qu'une chose à un client. Et mon expérience quand même de ces 15 ans de marketing responsable, c'est qu'il faut un bénéfice client. Alors pour l'entreprise, c'est des notations, des fonds de pension, la pérennité, l'approvisionnement en matières premières sécurisées, les réductions de coûts, tout ce qu'on imagine facilement et qui est traité pendant ces 2 jours. Et pour le consommateur, c'est sa santé, c'est son bénéfice, c'est la qualité de l'air qu'il respire. Donc pour être efficace, il faut d'abord toucher les gens, ou l'entreprise, mais c'est un corps comme un autre, sur ce qui lui sert et dont elle voit le bénéfice. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire les gens ne changent pas pour des bons sentiments ou pour la planète, ils changent parce qu'ils ont envie, donc il faut que ce soit désirable, et il faut que ce soit un intérêt mesurable pour eux, c'est pareil pour l'entreprise. Et je pense que c'est par les sujets de santé et par les sujets de solidarité, par les sujets qui touchent les gens qu'on arrive à faire bouger les lignes et qu'on donne envie d'un mode de vie beaucoup plus qualitatif et moins quantitatif, parce que je suis effrayée par la société de consommation actuelle. On n'est pas encore sur le mieux, on est encore sur le plus. Et tant qu'on ne sera pas sur le mieux, sur le faire soi-même, etc., on aura du mal, quoi. Très bien. Votre citation? Alors là, moi, la mienne, j'en ai qu'une dans la vie qui me dicte. Je reviens d'Inde, là où j'ai été passer du temps chez les Bishnoi. Allez sur Internet, vous verrez, c'est le peuple le plus écologique de la Terre. Et moi, ce qui m'a toujours guidée, c'est Gandhi, c'est « Soyez le changement que vous voulez incarner dans le monde ». C'est-à-dire, je pense que ça passe par l'incarnation, par l'alignement, par l'être. Et le faire, ce que vous faites dans l'entreprise, n'est que l'expression de ce que vous êtes et d'une recherche de cohérence et de montrer le changement. Il donne du plaisir, mais il faut qu'il réponde au désir de chacun, mais avec vraiment un sens profond et partagé par tous. Et donc en proposition citoyenne, ce serait... Tu as une citation là ? Oui, enfin, la citation, ça serait faire, faites-le vous-même. Hein. C'est un peu ce qu'on dit en do it yourself. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on a, nous, dans les Fab Labs. C'est effectivement peut-être, alors le projet pour 2050 aussi, c'est peut-être de ne plus rien acheter. Moi, ça serait la proposition que je fais, parce que quand on voit quand même ce qu'on accumule toute sa vie en termes d'objets, je suis en train de rénover une maison, je peux vous assurer que je retrouve, moi, ce que j'ai accumulé quand j'étais petit, mais alors, plus et toutes les générations après. Je dis pas mon bête. Voilà, donc du coup, ça fait quand même énormément d'objets, et c'est pareil, je pense, dans l'alimentation, on va aussi en parler. Quand on imagine le nombre de bêtes qu'on abat quand même pour sa nourriture, ça fait aussi réfléchir sur une vie. Donc je pense que cette consommation effrénée, délirante, il faut effectivement la re-questionner. Je vous propose de parler de tout ça à l'apéro, mais avant je voudrais dire quand même que déjà, pour moi, il y a une phrase de Kazazian qu'on n'a pas citée et qui pour moi était quelqu'un de très inspirant et qui disait « viendra l'économie des choses légères ». Et je pense que l'allègement, c'est vraiment ce que je propose pour une société en 2050 qui soit beaucoup plus allégée. Et je trouve, notamment dans les inspirations d'Asie, pour des questions spirituelles, culturelles, etc., l'Inde, c'est 1,350 milliard d'habitants. Quand on rentre en France, c'est complètement dépressif, la France. Et je vois quand même dans ces pays-là, alors pas vous ce soir, heureusement, et on est là, mais je vois ce souci d'allègement comme un enjeu absolument essentiel pour 2050. Merci beaucoup, Elisabeth. On les applaudit très fort. Il y a une petite surprise pour vous, vous qui avez tenu aussi longtemps. Mais avant cela, je vous propose d'accueillir... Non, je tiens, je sais, ils sont pressés, on est un peu à la bourre, mais c'est ton moment quand même. C'est Cécile Colonna-Distria, la créatrice, la fondatrice, la rebelle. Dis-nous quelques mots, parce que franchement, c'est aussi ta soirée. Merci beaucoup. On est très pressés parce qu'on est un petit peu en retard, donc je vais être très rapide. Merci Jean-Thierry, merci à nos 12 apôtres, merci à tous les partenaires, visiteurs, fidèles et de plus en plus nombreux. Moi, je ne dirais qu'une chose, c'est qu'il y a 10 ans, donc j'ai créé Preux Durable.
nos smartphones ont aussi 10 ans. Donc effectivement, il y a des révolutions qui sont beaucoup plus rapides que d'autres, puisque c'est beaucoup plus lent. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est que l'audace, c'est d'y croire. Moi, j'y ai cru il y a 10 ans. Et c'est ça, c'est ça, avoir de l'audace, c'est d'y croire, et il faut tenir. Je vous ferai des petites confidences en vous disant qu'effectivement, pendant 7 ans, tous les ans, je me disais qu'il fallait arrêter et qu'on ne pouvait plus continuer. On a tenu, et c'est parce qu'on a tenu qu'aujourd'hui, vous êtes si nombreux, et que je suis très contente de vous accueillir. Merci à vous tous. Et maintenant, je vous demande... Merci. Merci à toi, Cécile. Et comme nous avons... Merci. Et nous avons une surprise. Nous avons mis cette 10e édition sous le signe de l'innovation et du partage. Eh bien, ce soir, nous allons vraiment innover. Nous allons vraiment partager. Et je vous demande d'accueillir et de faire un triomphe un couple, un duo d'improvisateurs qui nous rejoint, qui sont en ce moment à l'affiche à Paris. Et je vous demande d'accueillir et d'applaudir Oda et Dako. Bonsoir. Tu peux couper, Bonsoir à tous. Alors nous, oui, voilà, nous dans l'innovation, on est raccord parce que nous, ce qu'on fait, c'est un peu novateur sur scène, c'est-à-dire qu'on fait du stand-up, mais on fait ça en impro. C'est-à-dire que la matière première de ce qu'on va faire, c'est vous qui allez nous la donner. Donc on va essayer de vous raconter une histoire avec un début d'histoire et une fin d'histoire. Donc déjà, je pense qu'en personnage principal, on va prendre l'ami Dédé, qui est un peu apparemment la mascotte de l'écologie. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire dans cette histoire? Est-ce que vous avez des idées? Quelque chose qui nous fasse un peu rêver? Ce que vous voulez. Il soit désirable, l'ami Dédé. Ok. L'ami Dédé soit désirable. Comment? En faisant quoi? Peut-être qu'on le fait voyager un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Il fait le tour du monde des vols pratiques. Des bonnes pratiques. Un truc un peu plus concret peut-être? Qu'est-ce que... Ça reste assez... on va être dans l'action. On va essayer d'être dans l'action, les gars. On l'envoie sur la Lune, par exemple. Il part à Las Vegas, voilà, il y a des idées. Et qu'est-ce qu'il fait à Las Vegas? Il se marie avec Mamie Dédé. T'as des choses à nous dire? Mamie Dédé, ok. L'ami Dédé part à Las Vegas pour épouser Mamie Dédé. Ça, c'est un début d'histoire. Comment se termine cette histoire? Qu'est-ce qui va lui arriver d'extraordinaire à la fin de l'histoire à notre ami Dédé? Il sauve le monde en faisant quoi? En éteignant toutes les ampoules. C'est ça. Ok, alors à la fin de l'histoire, il éteint toutes les ampoules du monde. Super. Ok, on a le début d'histoire, on a la fin d'histoire, mais on va pas s'arrêter là. Vous allez nous donner 10 mots qu'on va devoir intégrer dans cette histoire. Tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot dans cette histoire? Alors, il y a eu océan... Pardon? Alors, une brouette. De quelle couleur ta brouette? Une verte, très bien. Il y a eu... Transversal, ça te tient à cœur, ça. Ça fait 4 fois que tu me le dis, d'accord? Attends, il y avait brouette verte, c'est ça? Transversal. Quoi d'autre? Pardon? Les forêts, d'accord. De quelque part, la forêt d'où? Non, tu veux pas m'aider. D'accord. Quoi d'autre? Pardon? Un placard. Juste un placard. Pas de double sens, que je comprends pas. Non, c'est juste un placard, d'accord. Quoi d'autre? Une carotte, d'accord. Elle est vachement grande ta carotte, hein. Fais gaffe quand tu fais le geste. Quoi d'autre? Pardon? Océan, cochon d'Inde, d'accord. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Panda, d'accord. Comment tu t'appelles? Je te vois en fait, hein. Tu n'as pas disparu, donc tu peux me répondre. Comment tu t'appelles? Marie-Laurence le panda, c'est noté. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Pardon? Un arc-en-ciel, c'est bien. Il y en a qui ont 12 ans encore. Quoi d'autre? Un scooter? Un boy scout, d'accord. Boy scout, d'accord. Quoi d'autre? Pardon? Oh, tu sais, laisse tomber. Quoi d'autre? Pardon? Donald Trump. A l'air de faire des malheureux là. Quoi d'autre? Une grenouille, très bien. J'avais déjà dit moi avec Trump. Est-ce que je prends la grenouille? Prends la grenouille, hein.
On a le public qu'on mérite. Ok, ça nous fait 11 mots du coup. Je récapitule notre histoire. Début de l'histoire, on a l'ami Dédé qui part à Las Vegas pour épouser Mamie Dédé. Et à la fin de cette histoire, il va sauver le monde en éteignant toutes les ampoules. Et on va devoir dire les mots brouette verte, transversale, forêt, placard, carotte, cochon d'Inde, Marie-Laurence le panda, arc-en-ciel, scout, Donald Trump, grenouille. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous ai pas entendu, est-ce qu'on est d'accord? DJ? Tu peux balancer. Bon, si on est d'accord alors... Montez le son s'il vous plaît. Tout le monde tape des mains. 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 D'accord, la dernière fois, j'ai halluciné. Devant chez moi, il y avait l'ami Dédé. Mais non. Il m'a dit, mec, j'ai trop la classe. Je pars épouser Marie Dédé à Las Vegas. Bah ouais, l'ami Dédé fait un carnage. On a été invités pour le mariage. Et là-bas, on a fait une découverte. Il a trouvé son smoking dans une brouette verte. Tu sais bien, ce soir, il est trop élégant. Il a dit, je vais montrer que j'ai trop de talent. En plus de ça, je suis trop official. J'ai dit des mots compliqués du genre transversal. Ensemble ils sont bien grands. Après le mariage tout le monde va au restaurant. C'était vachement bien décoré. Mais la DLDR a dit qu'il faut sauver les forêts. Tu sais bien elle était un peu écolo. Et je crois qu'à l'intérieur tout le monde est rigolo. Mais non. Il a dit franchement joue pas ta star. Et si tu pollues tu finis dans un placard. Ensemble ils se sont tapés des barres. Après le restaurant ils vont dans un bar. Là à l'intérieur c'est un petit peu hot. Tout le monde a ramené sa grosse carotte. Tout le monde s'est bien amusé. Et je crois que l'ami Dédé il est rusé. Il a dit ce soir faut pas prendre pour une dinde. Ce soir je me mets en habit cochon d'Inde. Et vu que ça déboîtait, juste après le bar tout le monde va en boîte. Le videur voulait me faire des dégâts. Il voulait pas me laisser rentrer. C'était Marie-Laurence le panda. Elle t'a recalé. À l'intérieur ces soirées coupées décalées. Il y avait même pas mal de string ficelle. De toutes les couleurs on aurait dit un arc-en-ciel. Dans la soirée ça s'est grave ambiancé. Je vous jure j'ai même croisé Beyoncé. Elle m'a proposé un truc qui fera le scoop. Un plan à 3 avec un boy scoot. Elle est trop easy. À cause de toi elle va se Jay-Z. Et depuis le mec il a la trouille. Il s'est tapé Donald Trump qui confond avec une grenouille. Bref c'est une soirée de malade. Je vous jure on vous raconte pas de salade. Là l'ami Dédé revient à Châtelet-Léal. Il me dit je crois que j'ai une idée géniale. Il m'a dit un truc c'est de la bombe. Avec ça je vais sauver le monde. C'est un truc et franchement c'est trop cool. Je crois que je vais éteindre toutes les ampoules. Hey, il a éteint 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 toutes les ampoules. Merci à tous. Merci à tous. Ça marche? Non? Si? Ça marche? Alors, et une dernière petite surprise. J'espère que ce petit moment de détente vous a plu. Ils sont en ce moment à l'affiche à Paris, au Daidaco. Je les ai découverts grâce à ma fille qui est dans l'assistance. Et je lui dis merci, ou à mon fils, je crois même. Et maintenant, nous avons la chance d'avoir un défilé de mode qui ne va pas durer longtemps. Il va être rapide. Il a la particularité d'être organisé par une marque qui s'appelle les chaussettes orphelines, Marcia de Carvalho. Et donc, ce sont des vêtements qui sont faits à partir de chaussettes orphelines. Nous en avons tous, nous savons tous ce que c'est. Et bien là, c'est une marque merveilleuse, des vêtements merveilleux, et en plus avec une démarche d'insertion sociale par le travail derrière toute cette activité qui est à la fois jolie et vertueuse. Voilà, et ils vont arriver tout de suite. Merci.
bass. That's it. Quaking, body shaking, up attacking, brains are racking, rock talking, chuck rocking, flavor, that shaving. 2, 3, 4. It's another record, check it, man. Methods to put my brothers and sisters on a deathbed. You know he cheated, took what he wanted, and now you bought it. Sucking up to the devil, stepping down a level. It's who they fear is you, who protects us from us and you for you. Yes, and it counts. The 40 ounce, I sued those bastards, yeah, they got bounced. I did them like a demo, threw them out the window. I took a 98, cause I never liked the limo. But pump it up. A man grinds so mad times, that's what's up. Some ain't gonna change, I got them in a range, I gotta rearrange. So I
dividends and friendships, symphony kinships dismissed, amidst the presidents exist. Poor pieces pitch the rich benefit taxes, passes all axes, lavish, extracted cabbage from famished rabbits. Crime running rampant, attracting active young minds, having cash a magnet, magnetizing addicts, having and who have it ends. Backstabbing friends, women jocking, who got it? No biz, no yocking, knocking, pockets get clocking before you knock it. Nowadays we're raised to praise it, save it and praise bits unappraised, gaze enslaved by crave the bravest shit, and yet we living, sitting within a world with greed has preceded the act of giving, and it's a given. Nowadays it seems like we in the last phase. Maybe it's me. Nowadays it seems like we in the last phase. Could it be? Yeah, sisters and brothers, where's the love of one another? Discovering others of us dumber, prejudice the color of creed and religion, driven hate within innocent children. Stop the killing and still goodwill, we all be chilling. Building the ceiling, surrealists revealing since the wheel hit. Hearts concealing when death hits other men, how many feel it? Envy alive and rising hatred has mankind declining. Keep in mind when time is at orange, still fossil finest. Wide and uncommon, combine vibing peacefully as needful. Regal are not people created equal, ain't no sequel. Believe to exist the positive needed as evil retrieves negative energy and feeds it, baby, peep it. Nowadays it seems like we in the last phase. Maybe it's me. Dieu que la vie est cruelle, aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui c'est-il qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre? C'est-il vous, c'est moi, mais non, c'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'on a l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'on a l'accordé, l'accordéon. Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il en fauche à son veston pour l'accordéon. Lui emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons en accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'on a l'accordé, l'accordéon. Mais un jour par lassitude, il laissera la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50 centimes à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'on a l'accordé, l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'on a l'accordé, l'accordéon. Elles sont magnifiques. Elles vont nous rejoindre, elles sont magnifiques. C'est merveilleux et Marcia, j'espère, arrive pour vous dire deux petits mots, mais c'est absolument merveilleux. Ces fleurs, ces gilets, c'est absolument merveilleux. Merci, c'est un très très bel anniversaire ce soir. Je dois dire que je suis très 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 touchée et très contente d'avoir ces merveilleuses créations. Ces merveilleuses créations qui, justement, elles innovent et elles partagent. J'attends Marcia qui va vous présenter sa collection. On appelle Marcia et on l'applaudit. Bravo!
C'est une très belle surprise pour moi. Merci infiniment, Marcia. C'est magnifique, c'est magnifique. Je te laisse raconter ta petite histoire. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce défilé. Donc, vous avez vu des créations donc, qui sont faites à partir des chaussettes, vos chaussettes, toutes celles qu'on perd et qui maintenant retrouvent une deuxième vie. Je vais passer la parole à Sandrine Raffin, qui nous soutient depuis des années et qui vous dira quelques petits mots très clairs, comme d'habitude. Merci Marcia. Donc, en effet, Marcia, ce qu'elle ne dit pas, c'est que c'est une styliste de grand talent qui a décidé justement d'avoir une vie utile dans sa création. Et elle a décidé, il y a combien de temps, Marcia 8 ans, j'allais dire 10 ans, mais 8 ans, de justement, avec sa capacité créative, à partir de ce qui est devenu totalement inutile, nos chaussettes orphelines, de trouver une solution, de lever d'abord des fonds et trouver une solution pour refaire du fil et à partir de ce fil, de faire ces collections en maille que vous avez vues ce soir défiler. Et nous avons rencontré Marcia au tout début de Link Up parce que nous cherchions une façon de sensibiliser les salariés dans une entreprise au fait de pouvoir faire de l'utile avec de l'inutile. Et puis, ça a démarré avec des chaussettes, des bonnets, des écharpes, des pochettes et aujourd'hui, donc, véritablement des vêtements. Et à chaque fois que Marcia intervient dans les entreprises, justement, pour organiser aussi bien des collectes, des défilés, des animations, voire du design thinking. On a de très belles expériences parce qu'on voit ce que la création collective et ce à quoi on peut aboutir justement avec cette somme de petits efforts que chacun va pouvoir apporter en apportant ses chaussettes, mais aussi en ayant cette vision qu'à partir de ces objets, on peut justement faire renaître des créations non seulement utiles, mais belles, et qui font rêver un peu tout le monde et ceux qui étaient ce soir sur scène. Voilà, et pour finir, donc, Marcia est une association qui, à 8 ans, c'est à la fois beaucoup, mais en même temps une association jeune que nous soutenons chez Link Up, et elle a besoin de soutien, donc n'hésitez pas, si vous avez aimé l'esprit et ses créations, à la rencontrer, parce qu'il y a vraiment de très belles choses, et merci beaucoup à Cécile d'avoir donné l'occasion à Produrable, à Marcia, de montrer ses créations. Voilà, c'est formidable, c'est un vrai acte de RSE. On se remercie à tous, voilà. Alors, je te passe les micros et merci beaucoup à vous tous, mes chers amis mannequins de ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je vous invite à continuer à papoter ensemble et à nous retrouver autour d'un verre. 1000 merci pour ces 10 ans. C'était magnifique. Merci à vous tous.